d'ouvrir cet hommage à Mohamed V. Je suis très heureux de saluer évidemment les organisateurs, en particulier le professeur Michel de Goff et Thierry Rambaud qui m'a mobilisé, je vais vous passer. Il est passé par là. Forcément, nous sommes de la même famille. Et puis de saluer évidemment les intellectuels, les universitaires qui vont s'exprimer ici, notamment évidemment Jean Saint-Pro, puisque c'est autour de son livre que une grande partie de ce colloque s'organise. Et je salue aussi les universitaires qui vont s'exprimer tour à tour ce matin au cours de cet hommage et de cette réflexion commune. Alors moi je ne suis pas un spécialiste de Mohamed V, ni de l'histoire de la monarchie marocaine, mais indéniablement je sais que la personnalité de Mohamed V mérite d'être saluée. Et si vous me permettez, dans ce petit mot d'introduction, pour ce qui me concerne, je serais heureux de souligner l'attitude du sultan du Maroc durant la Seconde Guerre mondiale. C'est un point d'histoire que les Français ont peut-être un peu oublié, mais que nous ne devons pas oublier. Charles Saint-Pro le rappelle dans le précieux ouvrage qui vient de consacrer. Il rappelle qu'après le déclenchement de la guerre, en 1939, le sultan Mohamed Youssef ordonna de lire dans les mosquées du royaume un appel en faveur de la France et de ses alliés. Je lis un passage de cet appel. C'est aujourd'hui que la France prend des armes pour défendre son sol, son honneur, sa dignité, son avenir et les nôtres. Que nous devons tous être nous-mêmes fidèles aux principes de l'honneur, de notre race, de notre histoire et de notre religion. À partir de ce jour et jusqu'à ce que l'étendard de la France et de ses alliés soit couronné de gloire, nous lui devons un concours sans réserve, de lui marchander aucune de nos ressources, ne reculer devant aucun sacrifice. On sait que les troupes marocaines qui participèrent au combat le firent avec beaucoup de vaillance, comme d'ailleurs il ne faut pas l'oublier aussi de nombreux régiments métropolitains, on ne dit pas assez. Mais c'est une unité marocaine, la première brigade de Spaye, qui gagna le titre de seul invaincu de la débâcle, après avoir combattu du Luxembourg à l'Aisne, puis sur la Somme, la Basse-Seine, la Loire et le Rhône. Chacun connaît évidemment l'appel du 18 juin du général de Gaulle, qui fut l'acte de baptême de la résistance, mais on connaît moins un autre appel, celui du souverain du Maroc, qui affirmait, avec beaucoup d'élégance et de lucidité, quelques heures après l'armistice du 22 juin, je cite encore, « Si la France était un petit pays, si l'histoire du peuple français ne datait que d'une cinquantaine d'années, nous aurions des craintes justifiées pour votre avenir. Mais votre pays étant l'immense et riche France, que je connais si bien, et l'histoire du peuple français étant cette histoire qui force l'admiration, ce serait un crime de douter des destinées de la France. Ainsi, alors que les Français renonçaient au destin de la France, que certains capitulaient, le roi du Maroc, lui, proclamait ses paroles de confiance qui créaient un lien indissoluble entre les deux nations. Ainsi, sous l'impulsion du sultan, le Maroc allait donc jouer un jeu important dans la résistance française, notamment en aidant à la constitution secrète de l'armée de la revanche, en dissimulant des armes, des munitions à la commission de contrôle germano-italienne qui avait été mise en place par les accords d'armistice. Et de même, tous les Marocains juifs se souviennent également avec émotion du ferme refus opposé par le sultan à l'application des lois du gouvernement Vichy contre les Juifs. Après avoir créé en mai 1943 à Alger le comité français de libération nationale, le général de Gaulle voulut rencontrer le sultan. Et là je cite quelques lignes des mémoires de guerre, chapitre l'unité. Sous la parole officielle, dit le général, je pris contact d'homme à homme avec le sultan Mohamed Ben Youssef. Ce souverain jeune, fier, personnel, ne cachait pas son ambition d'être à la tête de son pays dans la marche vers le progrès un jour vers l'indépendance. Utilisant le crédit que m'ouvrait dans son âme le succès et l'inspiration de la France combattante, je nouais avec lui des liens d'amitié personnelle. Mais aussi, nous conclûmes une sorte de contrat d'entente et d'action commune auquel nous ne manquâmes jamais,
ni l'un ni l'autre, aussi longtemps que moi-même, je puis lui parler au nom de la France. Passage admirable, écrit dans un français impeccable, comme toujours chez le général, ce qui n'est pas si commun, somme toute, en politique. Après la capitulation de l'Allemagne, le général de Gaulle invita le sultan du Maroc à la célébration de l'anniversaire de l'appel du 18 juin. Et à cette occasion, il lui conféra le titre de compagnon de la libération. Je rappelle que le souverain du Maroc fut le seul chef d'État étranger à faire partie de cet ordre. Sans doute, si le général de Gaulle fut resté aux affaires, la page pénible de la relation franco-marocaine qui suivit nous eût été épargnée. Nous n'allons pas refaire d'histoire, surtout devant des historiens. Nous constaterons simplement qu'après le retour d'exil du souverain et sa proclamation d'indépendance, le 18 novembre 1955, Mohamed V appela à éviter tout ressentiment anti-français. Il appela à nouer avec l'ancienne puissance coloniale des relations nouvelles, fondées sur la coopération, le respect, l'amitié. Et dans son discours du trône, suivant immédiatement son retour, le même 18 novembre 1955, il exposa clairement la ligne, je cite, « L'indépendance ne doit pas signifier un relâchement de nos liens avec la France, car l'amitié entre nos deux pays est solidement enracinée. » C'est ainsi que s'est consolidé un lien franco-marocain exceptionnel qui continue à l'être, vous le savez. Il serait sot, il serait surtout dangereux de sous-estimer l'importance de cette relation dans le contexte aujourd'hui euro-méditerranéen. Et bien au contraire, à Rabat comme à Paris, nos dirigeants savent combien l'axe franco-marocain est stratégique pour nos deux nations. C'est un axe entre deux vieilles nations qui est aussi capital pour entretenir et intensifier le nécessaire dialogue entre les deux rives de la Méditerranée. L'actualité nous montre à quel point ce dialogue doit être tenu et c'est nécessaire. Assurément, la relation franco-marocaine a de beaux jours de antenne, raison de plus, comme nous le faisons aujourd'hui, pour célébrer la mémoire du roi Mohamed V, qui en fut l'un de ses artisans les plus lucides. Je vous remercie de votre attention. Merci, Monsieur le Ministre. Alors, c'est en tant que directeur du centre Maurice Horiot que Charles Simpeau m'a demandé de dire quelques mots. Le centre Maurice Horiot est un centre de recherche de la faculté de droit de l'Université Paris-Descartes et ce centre a vocation à couvrir l'ensemble du droit public et parmi ces axes, question d'axe désormais, il y a un axe consacré à la géopolitique arabe et au monde arabe. Cet axe s'inscrit également dans la participation de la faculté de droit au projet de Paris-Sorbonne-Abu Dhabi, dont le directeur Jean-Yves Becerra est d'ailleurs parmi nous ce matin. Avant tout, il nous faut remercier Monsieur le Ministre, Monsieur David Arcos, d'avoir accepté de dire quelques mots, l'Académie des sciences morales et politiques, l'Académie des inscriptions et belles-lettres, nous leur devons de pouvoir organiser ce colloque ici aujourd'hui. Pour en venir maintenant plus directement à ce qui nous réunit, depuis 2 ou 3 ans, le Centre Maurice Horiot s'associe à l'Observatoire d'études géopolitiques dirigé par Charles Simpeau pour l'organisation de colloques consacrés au Maroc. C'est-à-dire que le rôle principal